Salut à tous, salut Kevin, ça va? Milan, ça va toi? Bah écoute, la forme, je suis content là qu'on passe à ce deuxième épisode de No Code and Money. On est bien chaud en plus pour en faire pas mal par la suite, donc ça c'est ça qui est vraiment sympa. Pour ceux qui nous rejoignent en fait sur ce deuxième épisode, donc on a déjà enregistré un premier juste avant où on posait un petit peu les bases. Alors ce projet en fait qu'on a avec Kevin, ça parle plutôt assez bien en lui-même, c'est No Code and Money. On va dire que le money, c'est la partie Kevin et le partie no code, c'est ma partie. Bon, on va essayer de switcher aussi de temps en temps sur ces deux parties. Mais voilà, on voulait avoir une discussion avec Kevin sur le sujet, puisque aujourd'hui, vous avez en fait de plus en plus d'outils no code qui vous permettent de lancer énormément de projets. On est revenu en fait sur le premier épisode, notamment sur pourquoi lancer son projet, comment le lancer, pourquoi partir sur du no-code et pas partir sur du code. Donc on vous laisse écouter en fait ce qui se passe sur l'épisode précédent. L'idée c'est de partir directement sur ce premier, sur ce premier vrai épisode, peut-être un peu plus deep. Et ce qu'on voulait faire avec Kevin sur ce premier épisode, c'était notamment de vous montrer des exemples, de vous dire en fait que c'était possible aujourd'hui de créer des projets de A à Z en no-code assez facilement et qui génèrent du cash. Alors du cash de deux manières, du cash de manière assez concrète, du revenu que vous pouvez générer en fait via votre application, ou alors du cash parce que vous avez levé de l'argent. Et puis peut-être vous pourrez également parler de cash finalement via d'autres markets, ou aussi sur juste la revente en final de projets. Bon, il y a plusieurs manières de générer du cash, et donc ça, c'est l'idée en fait de cet épisode-là. Kevin, tu as une petite, peut-être une petite intro un peu plus deep sur le sujet? Bah écoute, moi ouais, tu l'as dit, hein, le but c'est de parler no code, c'est de parler money. Et alors moi qui suis pas vraiment dans le no code, tu vois, j'ai tendance à penser projet no code, forcément c'est un peu compliqué. C'est pas forcément abordable pour moi. Alors après, j'ai trouvé plein d'exemples de trucs qui sont no code et que je maîtrise parfaitement, mais c'est peut-être un petit peu pour reprendre l'idée des gens qui comme moi sont moins dans l'univers du no code. Et l'idée avec cet épisode, c'était de montrer qu'en fait, si tu passes un petit peu de temps, et c'est ce qu'on s'est amusé à faire pour préparer cet épisode, à chercher des projets no-code qui fonctionnent, qui génèrent du cash, qui ont l'air d'avoir de l'audience, du traf et du biz, du coup, eh ben, on peut en trouver plein. Et ce qu'on s'est amusé à faire, c'est d'essayer d'en sélectionner dans divers domaines. Parce que ça aurait été trop facile de montrer que des Ah ouais. marketplaces no-code. Donc, on s'est amusé à les trouver. On va parler newsletter, on va parler application, on va parler site, voilà. Et voilà. Donc, je sais pas c'est quoi ton premier exemple, mais je crois que les newsletters, d'ailleurs, c'est un bon moyen de démarrer, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, carrément. Alors attends, je veux juste revenir sur ce que tu as dit avant. Pourquoi, pour toi, tu penses que c'est plus compliqué finalement, genre le no-code? Parce que c'est quelque chose euh, sur lequel, en fait, le fait que ça soit no-code, tu te dis ça va pas tenir, c'est un peu bidouillage, ou alors en quoi tu penses que pour toi ça a l'air un peu compliqué finalement? Pour Alors, revenir un je peu sur ce dirais, que tu disais avant. ouais, parce qu'au premier abord, tu vois, moi, j'en parlais un peu dans le premier épisode qu'on a tourné ensemble. Pour moi, j'associe beaucoup no-code à makers. Et Mm. j'associe makers, du coup, à projets un petit peu plus ambitieux, entre guillemets. Et je compare, du coup, ambitieux par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, qui est créer un WordPress et créer du contenu. Il n'y a pas beaucoup de réflexion derrière ça. Attention, il y a une réflexion sémantique, une réflexion de niche, une réflexion de monétisation, mais il n'y a pas de réflexion technique pour répondre à un besoin via un produit ou un service. Ok. Et c'est pour ça que c'était super intéressant de faire cet exercice pour préparer cet épisode, de réaliser que, en fait, du no-code, il y en a dans plein d'éléments et il y a plein de business qui se reposent finalement sur des technologies no-code, dont d'ailleurs les sites WordPress, on en parlera tout à l'heure, Ouais. et qui permettent derrière d'être monétisés. Et finalement, c'est accessible à tout le monde, on va pas se mentir. Carrément, carrément. Bah allez, feu sur le premier. Le premier, ce qu'on s'était dit, c'était qu'on voulait aborder un premier sujet no code qui nous tient beaucoup, beaucoup à cœur avec Kevin.
c'est celui de la newsletter. Pour ceux qui nous suivent, en fait, vous savez qu'on a tous les deux newsletters en fait spécialisés. Kevin sur DotMarket qui du coup traite de la revente et des business en fait de sites, et moi sur No Code Station en fait qui traite les types de stacks que vous pouvez utiliser en fait pour créer vos projets no code, l'actualité no code, et puis toute la partie en fait job no code. Donc effectivement, du coup, newsletter, je crois que même franchement, il faudrait qu'on se fasse un épisode complètement dédié à la limite pour montrer aussi comment nous, on monte nos newsletters. Alors moi, je suis quelqu'un peut-être un peu plus technique que toi, mais globalement, en plus, on utilise une stack qui est quasiment la même, puisqu'on utilise Substack. Et je pense que ça serait assez marrant qu'on fasse un épisode peut-être pour vous montrer en fait un peu les dessous de nos newsletters, si jamais ça vous dit en fait d'en faire. Et puis peut-être partager nos chiffres, ça pourrait être aussi intéressant. Du coup, le premier, on avait envie de vous parler probablement en fait d'une newsletter que beaucoup ont entendu déjà parler, qui s'appelle Snowball. Peut-être que tu peux montrer. Je vais essayer de partager l'écran en même temps. Bon, alors, on découvre en même temps, hein, donc j'espère que ça va bien se passer sur le partage. Tac. Ouais, ça a l'air top. Yes. Alors, yes, Snowball, c'est en fait marqué dessus, hein, c'est une newsletter sur les finances personnelles qui a été montée par Johan Lopez. Donc c'est un Français qui bossait avant au marketing chez Comet. Il était CMO chez Comet. Je veux pas dire d'erreur, il est pas là, mais normalement je crois que c'était ça. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant. Il a lancé sa newsletter, comme finalement pas mal de monde, hein, plus ou moins en période de confinement. On avait du temps, le premier confinement. Et l'idée, c'est qu'il a lancé cette newsletter sur les finances personnelles. Et ce qui est au final assez intéressant dessus, c'est à la fois la stack qu'il a utilisée et l'argent qu'il arrive à générer avec ça, et surtout les opportunités que ça lui a donné par la suite. Sur la stack, si je démarre, il y en a notamment 2 en fait sur lesquels il a communiqué, hein. Nous, ce qu'on a fait avec Kevin, hein, c'est surtout que on allait pas mal fouiller sur les réseaux sociaux pour voir ce que ça donnait en fait au niveau. Alors quand je parle de stack, au final, c'est tous les outils no code qui sont utilisés pour créer cette newsletter. Et c'est vrai que dans un premier temps, on aurait pu penser que comme pas mal de newsletters, ça aurait été fait en fait sur des outils type Mailchimp, etc., qui sont des outils un petit peu connus en fait pour créer des newsletters un peu facilement. Et finalement, de ce qu'a utilisé Johan, il a choisi en fait Snowball. Il a choisi Substack pour sa newsletter, qui est donc une plateforme en fait un peu type Medium, qui permet en fait d'écrire des newsletters et surtout en fait d'avoir ce volet à la fois payant et gratuit. Dans le cas de Snowball, il y a en fait 2 newsletters par mois en fait qui sont gratuites et qu'il envoie à sa communauté, et surtout une newsletter payante qu'il envoie toutes les semaines à ses abonnés. Donc ça, c'était assez intéressant de voir qu'il a scindé son business model en 2, à la fois une version gratuite et à la fois une version payante. Et en vrai, sur Substack, c'est quelque chose qui se fait en 3 clics. Je pense que là, à la limite, on n'en parle pas plus que ça, parce qu'on reviendra peut-être dans la technique dans un autre épisode en fait. Mais là, dans le cas Snowball, ça a été juste lancé en fait avec Substack. Au niveau des chiffres, vas-y, je te laisse en parler, Kevin. Je te les ai mis là, c'est les derniers qui sont publiés dans le dernier épisode. C'est quasiment 10 000. Je crois même avoir vu passer un dernier épisode hier ou avant-hier où il a passé la barre des 10 000 abonnés. Ouais, exact. Surtout, il a passé le cap des 120 000 $ de revenus annuels, donc le fameux cap des 10K de MRR dont il parle là dans l'épisode. Et tout ça en moins d'1 an. Moi, dans mes souvenirs, il s'est lancé vraiment pendant le confinement, tu vois. Genre, le confinement, c'était, je crois qu'il a dû commencer vers avril-mai, si je ne me trompe pas. Tu vois, on n'est même pas encore à 1 an pour lui. Il fait déjà finalement 120K. Il fait déjà 120K dessus. Peut-être qu'on après avoir parlé un petit peu de tout ce qui est outils, l'idée c'est qu'en fait, si Johan fait pas mal d'argent dessus, c'est probablement en fait pas seulement lié aux outils qu'il utilise, mais également probablement, et c'est surtout pour ça, à la communauté avant qu'il a mis en place. Moi, les conseils que j'aurais à donner en fait pour faire une newsletter
comme lui. Moi, de ce que je voyais, en fait, Johan, notamment sur LinkedIn, il avait l'habitude, chaque week-end, en fait, avant de partager des petits liens à sa communauté, mais genre, ça peut être c'était des tableaux Excel, des petites applications, etc., pour aider, en fait, les gens qui le suivaient sur LinkedIn, soit à progresser en productivité, soit à gérer un petit peu mieux leurs finances, etc. Enfin, c'était vraiment des projets un peu free, c'est complètement des projets qui filaient à tout le monde, et c'est vrai qu'il a quand même commencé à générer une communauté dessus. Ça, c'est le premier point vraiment hyper important. Il avait construit finalement en amont déjà une communauté de personnes qui étaient déjà assez fans de son travail. Et après, je pense effectivement, il est aussi tombé au bon moment sur deux choses. Le problème des finances personnelles, c'est vrai que pendant le confinement, pour certaines personnes, effectivement, il y a des personnes qui ont réussi à mettre pas mal d'argent de côté. Et qui ne pouvaient pas le dépenser en allant dans des restos ou autres. Et ça pouvait être intéressant de se dire à ce moment-là, est-ce que je l'investis pas dans autre chose? Et ce qui est donc c'était un peu le moment financier pour pouvoir se lancer dessus. Et moi, ce que je remarque également, c'est pour lire sa newsletter et pour en lire aussi d'autres, quelque chose qui fait la différence, c'est le ton que vous allez adopter. C'est un ton qui est hyper clair. Il fait des longues newsletters, on aime ou on n'aime pas, mais par contre, c'est toujours détaillé, précis, avec des choses qui sont actionnables derrière. Et ça, je trouve que ça fait vraiment une vraie différence, le ton que vous allez adopter par rapport à votre communauté. Donc, quand on lance une newsletter, première chose à faire, c'est dites-vous que ça va être long, pas forcément facile, mais le plus important, c'est vraiment de parler avec votre communauté et de la créer au fur et à mesure. Je sais pas si tu veux rajouter des choses. C'est vrai qu'on fera sûrement un épisode sur la newsletter. Donc après, on peut peut-être aussi switcher sur autre chose. Mais vas-y, dis-moi ton avis. Assez vite, mais globalement, tu l'as dit et ça revient, je pense, à ce qu'on a expliqué dans dans le premier épisode de No Code and Money, c'est que finalement, c'est pas tellement la stack que tu utilises. La stack, elle facilite. Substack, ça facilite la monétisation de ta newsletter. C'est certain. Mais le business de la newsletter, quelle que soit la stack utilisée, ça repose sur ta capacité à créer une communauté et créer du contenu qui est engageant. Et donc, ce qui est intéressant avec Johan, c'est justement d'observer cette capacité à créer de la communauté. Et il y a plein de choses à apprendre pour les créateurs et créatrices de newsletter. Vraiment, c'est une mine d'or. Et d'ailleurs, il y a souvent des petites copies à droite à gauche. Moi-même, tu vois, sur l'investisseur web, j'ai repris son système de FAQ hebdomadaire qui est génial parce que ça permet d'interagir avec la communauté. J'ai vu passer sur d'autres newsletters cette utilisation de rappeler à chaque fois combien on est maintenant pour montrer la croissance justement et avoir la social proof. Mais bon, tout ça, finalement, c'est du business et c'est la partie money qui est créée grâce au business. Et la partie no-code, sur cet exemple-là, c'est Substack qui rend facile la création d'une newsletter. Il n'y a pas de nom de domaine à avoir, il n'y a pas de DKIM à paramétrer. C'est ultra facile, ça prend littéralement 2 minutes. Et derrière, ça lui a coûté 0 €. Hein. Ça lui a coûté 0 €. Hein. Aujourd'hui, demain, vous voulez vous lancer. Et si vous avez trouvé le bon sujet et que vous avez une communauté, c'est quelque chose qui est clairement faisable. Alors, 120K, je pense qu'on en parle. On n'est pas les seuls finalement à parler de cette newsletter en fait de Johan, mais c'est vrai que c'est un petit peu inédit en France finalement d'avoir autant d'argent qui se fait avec une newsletter. C'est quand même plus des chiffres à l'américaine là qu'on voit sur cette newsletter. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, mais ça montre qu'effectivement en France, il y a la possibilité, vous n'êtes pas obligé d'écrire une newsletter en anglais, vous n'êtes pas obligé d'être aux États-Unis pour faire ça. Vous pouvez faire quelque chose, en fait, si vous apportez de la valeur à vos utilisateurs, à votre communauté, et que votre projet, il est clair, honnêtement, lui, ça n'arrête pas de grossir de semaine en semaine. Donc, et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que finalement, il l'a fait sans risque technique et il l'a fait sans risque financier. Parce que finalement, ça lui a rien coûté de lancer Snowball. Et quelque chose que je pouvais même ajouter, ce qui est hyper intéressant, c'est que à côté, Johan, pour la partie utilisateur payant, il met en place en fait une application qui est créée sur Glide. Glide, c'est une application no code qui permet de créer en fait
une application mobile, notamment via des outils comme Google Sheet, donc un tableur type Excel, dans lequel vous rassemblez en fait vos bases de données en fait. Et ensuite, vous êtes capable en front d'afficher ça sur une application mobile. Et il offre cette application mobile à toute sa communauté premium pour le coup, avec différents types d'informations qui vous intéressent en fait lorsque vous faites de l'investissement. Et ça, c'est hyper intéressant aussi parce que dans le cas de Johan, de ce que moi j'ai vu, alors je l'ai jamais rencontré hein, pour être très honnête, mais j'ai pas mal écouté sur son parcours parce que je trouvais que c'était vraiment hyper intéressant. Il n'est pas développeur. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, il s'est dit, je vais essayer d'utiliser des outils no-code type Glide pour essayer de proposer quelque chose de supplémentaire à ma communauté pour qu'ils puissent justement arriver à s'en sortir, à avoir des informations complémentaires et supplémentaires sur mon sujet des finances personnelles. Et surtout, il a réussi à la monter tout seul. Et ça, je trouve ça encore dingue qu'un non-développeur ait réussi à monter une application mobile et à monter une newsletter. Aujourd'hui, 120K pour une personne sur ce sujet-là. Si vous suivez un petit peu ces newsletters, vous allez voir, il y a des gros projets en fait par derrière autour de la fintech. Et normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Effectivement, il a fait ce qu'il faut faire à peu près dans n'importe quelle boîte, c'est d'abord monter sa communauté, puis après monter son projet. Il y a beaucoup Ouais, vas-y. Ouais, c'est sûr, et on va arrêter de faire la pub de Snowball, ou alors on va demander de la file. Mais carrément, c'est un mec qui est super intéressant à suivre. J'ai eu l'occasion de l'interviewer sur l'épisode sur les newsletters fait dans l'investisseur web, et ce qui est vraiment et il y a beaucoup d'interviews de lui ces derniers mois. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il a une approche. Il a pensé très très loin le projet. C'est-à-dire, il a pas juste lancé une newsletter. Il a lancé un business avec. C'est assez ouf sa manière de réfléchir, et même les systèmes de récompense avec les snowflakes, le fait de penser directement à rémunérer des associations, de filer des abonnements gratos ou pas très chers aux étudiants pour les aider à mieux réfléchir leur stratégie d'investissement. Enfin bref, ça vaut vraiment le coup, gratuit ou payant. Ça vaut le coup de lire les newsletters, et c'est un bon, je pense, super premier exemple pour montrer que tu peux faire du blé avec du no-code et le taf qui va à côté. Et d'ailleurs, tu sais sur quoi j'ai envie de rebondir? Ça me rappelle que une des premières fois que j'ai gagné de l'argent sur Internet hors de mes propres sites de niche, c'était avec un projet no-code. Ok, vas-y, tu veux nous le partager? Alors, il n'existe plus, hein. Et franchement, quand tu as noté tableur, à l'époque, j'utilisais un outil qui s'appelle Longtail Pro. Alors, je sais pas ce que toi, tu utilises pour tes recherches de mots-clés, d'analyse de keywords sur la concurrence. Keyword Finder, moi, pour le coup, je le trouve hyper efficace et il marche bien. Pareil, Keyword Finder, mais à l'époque, quand j'ai démarré, 2011-2012, le gros outil qui cartonnait parce qu'il était développé justement par un mec qui avait des sites de niche, Spencer, c'était Longtail Pro. Okay. Et moi, j'avais en tête en 2014, juste avant de lancer ma formation à la création de sites de niche, de créer un concurrent à Longtail Pro en version francophone. Et bon, j'avais pas les compétences techniques, donc tu vois, peut-être qu'à l'époque, si je m'étais penché sur le no-code, j'aurais pu créer un truc. Et au final, ce que j'avais fait, c'est que j'avais sorti d'un outil comme Longtail Pro les éléments que je jugeais clés. Et tout ce que faisait Longtail Pro, ça pouvait être fait manuellement, mais ça prenait un petit peu de temps. Et en fait, j'avais payé un gars sur Upwork à l'époque pour qu'il me crée un outil sur un tableur où, en fait, tu mettais le mot-clé. Et c'était tout con, hein, mais en fonction du score que tu mettais, j'avais créé une petite spreadsheet où je disais, tu notes de 1 à 10 les éléments. J'expliquais comment tu notais, par exemple, le nombre de liens. Je montrais l'outil qui te permettait d'aller voir le nombre de liens. Est-ce qu'il y a oui ou non le mot-clé dans le titre, et ainsi de suite. Et en fonction de tout ça, ça déclenchait en fait des scores sur le tableur, et à la fin, ça te mettait une couleur vert, orange ou rouge pour te dire si le mot-clé il était facilement prenable ou pas. Donc finalement, tu retrouves un truc sur Keyword Finder aussi. Ils te mettent une jauge du style genre facile, assez facile, difficilement prenable, etc. Ouais, carrément. C'était exactement ça, mais c'était assez artisanal. Il fallait que tu mettes le keyword, il fallait que tu cherches les chiffres. Mais du coup, je le vendais, je crois, 47 balles.
J'ai dû en vendre 10, honnêtement, hein, à ma communauté à l'époque. Ça n'a pas été un carton, mais c'est un des premiers projets avant de lancer la formation que j'avais Mais monétisé. carrément. Et j'ai un petit tableur. Hein. Et du coup, tu vendais le tableur Excel. Il fallait avoir Excel sur son ordinateur et ensuite tu pouvais rentrer tes mots, c'est ça? Ouais, Ok. ouais, c'est ça. C'est ça. C'était pas un business d'abonnement. C'était genre du one Non, shot. non, non. Ah ouais, c'était du one shot. Je te délivrais en fait le tableur Excel avec les formules intégrées et tu avais juste à remplir avec ma petite vidéo de formation qui t'expliquait comment compléter Ah, chaque case. Et ouais, c'était assez délire. ok, t'as fait quelques centaines d'euros avec un truc comme ça, Ouais, pour le coup. c'est ça. Ok, C'est ça. trop cool. Trop cool. Bon, on aurait dû le mettre dans les différents sites, mais trop cool que tu en aies parlé. On s'en fait un deuxième là? Allez, qu'est-ce que tu nous as mis en deuxième? Oh, tu nous as mis la star de LinkedIn. Ouais, j'avoue. Mais au moins, ça va parler à du monde et Vas-y. mettre des stars. Parfois, ça peut être bien aussi parce que au final, bah, c'est à l'opportunité. Euh, ça donne aussi l'opportunité d'aller penser plus loin. Donc, bon, la star de LinkedIn, pour ceux qui n'ont pas été encore assez rapides, on parle de Germinal. Alors, Germinal, avant, je ne sais même pas si c'est vraiment à présenter Germinal. Avant, c'était une agence qui faisait du growth et maintenant, ils ont pivoté en fait sur un produit et qui vendent en fait un produit d'éducation sur plein de sujets. Là, ici, vous voyez que c'est de la productivité sur de LinkedIn. Donc, ouais, LinkedIn, Grégoire Gambato, imbattable sur le sujet. De l'ADS, des landing pages, etc. Donc, un produit plutôt de bonne qualité. En vrai, j'ai suivi une de leurs formations pour voir un peu ce que ça donnait. Vraiment, ils font du très, très bon taf. Alors, du coup, ce qui était intéressant dessus, c'est demain, si vous voulez faire le Germinal bis. Donc, le but, c'est pas forcément d'embaucher Grégoire. Bon, je pense que ce sera plus compliqué, mais vous pouvez toujours lui demander. L'idée, c'est comment est-ce que eux, ils ont construit leur plateforme de formation. Alors, je ne sais pas exactement en interne s'ils ont beaucoup de devs. De ce que j'ai entendu en fait des différentes interviews, c'est quand même pas une boîte avec beaucoup de devs, mais c'est des gens qui maîtrisent bien, par contre, à la fois le discours et qui maîtrisent bien les outils no-code. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment eux, ils ont créé leur outil de formation. Ils l'ont créé en fait avec trois outils. La première, donc, c'est Webflow. Donc là, le site que vous voyez en front, apprenez à générer la croissance, le bouton, etc. Ils utilisent donc un outil no-code en fait qui s'appelle Webflow. Qui permet de designer en fait des sites internet plutôt de grande qualité et qui est super sympa à utiliser si vous êtes designer, développeur ou même que vous avez envie de vous mettre à des sites internet. Moi, je le conseille, c'est vraiment j'adore. Ils ont utilisé pour leur plateforme en elle-même un autre outil, en fait, une autre plateforme qui s'appelle Thinkific. Ouais, on pourra le montrer. Bon, sinon, on le mettra dans les commentaires. Et Thinkific, ça vous permet de monter en fait directement une plateforme d'éducation. Donc, vous uploadez dessus vos vidéos, vous mettez tout votre cours et surtout, ça gère toute la partie entrée des nouveaux des nouveaux étudiants à votre cours et ensuite tout le parcours pédagogique qu'il y a derrière. Je trouve que c'est plutôt une belle plateforme. Finalement, pas si cher que ça. De ce que j'ai regardé au niveau des tarifs, on est autour de 80 euros par mois. Franchement, pour avoir une plateforme de cette qualité-là, si vous voulez lancer rapidement en termes de setup, donc de mise en place, je pense que je l'ai pas encore testé, mais globalement, on est sur plus ou moins une journée en fait de setup. Le plus dur finalement, quand vous lancez une plateforme d'éducation, c'est le cours aussi qui va aller derrière, hein, que le fond que vous allez apporter. Et autre point, ils ont également une autre technologie, outil no-code qui permet notamment de gérer tout leur partie espace membre sur l'antichambre qui s'appelle MemberStack. Et MemberStack, ça permet effectivement de gérer cet espace membre avec les codes de chaque utilisateur dessus. Donc, c'est la manière dont ils gèrent ça. Donc, trois technos, Webflow, MemberStack
et Thinkific pour la partie plateforme d'éducation. Quoi dire d'autre sur le sujet? C'était à peu près clair, je sais pas, Kevin? Ouais, je pense que ça vaut peut-être le coup quand même. C'est cool hein, d'utiliser 3 technos pour faire ça, c'est joli. Euh, je pense que ça vaut le coup quand même de dire qu'il y a d'autres technos, peut-être moins jolis, c'est certain, mais qui existent. Euh, En no-code aussi, du coup, parce que tout ça, tu peux le faire sur un ClickFunnels, tu peux le faire sur un Ouais. LearnyBox. Euh, mais l'idée globale ici, c'est que c'est un super business. La formation en ligne, ça cartonne. Ça a toujours cartonné. Il faut faire ça bien, attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font mal, malheureusement. On en profite pour passer le message. Mais quand c'est bien fait, c'est quand même. C'est un super moyen de gagner de l'argent, mais il faut gagner de l'argent de manière éthique aujourd'hui hein, aussi. Et on n'est pas là pour dire il faut faire n'importe quoi pour gagner de l'argent. Hein. No code ou pas no code. Et la formation, il y a souvent des dérives, mais quand tu fais ça bien, il y a plein d'outils aujourd'hui qui te permettent de créer tes formations. Là, j'en ai cité 2, mais il y en a plein d'autres. Et voilà, c'est juste pour dire que très cool, j'aime bien. Hein. J'ai rarement vu des sites aussi jolis et aussi chiadés en termes de parcours utilisateur, mais j'ai déjà fait de la formation en ligne avec des outils qui faisaient un peu tout ça d'un coup. Et ça fonctionnait très bien aussi. C'était juste probablement moins joli, mais je suis pas designer. Ouais, mais justement, c'est ça qui est, c'est ça qui fait la différence. C'est que en fait, ce qui se passe, c'est que ton objectif, c'est de te lancer rapidement. Et de ce que j'ai pu écouter, dans le cas de Germinal, ils avaient envie de switcher assez rapide sur une plateforme d'éducation, de créer un produit pour voir s'il y avait une traction en fait dessus. Et le problème, c'est que en fait, développer de A à Z en code une plateforme d'éducation, c'est vraiment genre hyper lourd. C'est quand même hyper compliqué. Et là, finalement, en quelques jours, quelques semaines à peine, ils ont réussi à créer en fait une vraie plateforme qui fonctionne, sur laquelle ils délivrent un cours. Et sur lequel, effectivement, tu l'as remarqué, c'est quand même plutôt de qualité. Et on n'a pas cité les chiffres, mais c'est vrai que bah, du coup, Germinal fait partie de ces quelques boîtes qui partagent leurs stats et qui partagent les chiffres qu'ils font. On est quand même sur des cours, hein, enfin, sur l'abonnement à l'antichambre de mémoire, c'est genre 400 € par mois. Donc bon, c'est un billet quand même, hein, on va pas se le cacher. Mais bon, après, les cours se valent. Et au niveau de ce que Grégoire Gambato avait partagé sur ces chiffres, ils sont sur des dizaines de milliers d'euros générés via finalement, alors pas seulement cette plateforme no-code, mais en tout cas cette première V1 qu'ils ont lancée rapidement, ça leur a permis de switcher de business model en fait. Et alors que s'ils avaient dû construire une plateforme de A à Z, ils étaient partis pour minimum entre 6 et 8 mois, voire 1 an en fait de création de leur plateforme en code. Donc le temps et des de tout. dizaines de milliers d'euros de budget à claquer pour faire un truc personnalisé et pas forcément mieux que quelque chose de tout prêt comme ça, quoi. Bah, franchement, en vrai, je sais pas combien exactement parce qu'ils nous ont pas partagé, mais tu vois, genre 80, allez, on va dire 80 € par mois pour lancer la plateforme. MemberStack, c'est entre 25 et 45 €. Webflow, tu prends un abonnement à l'année, c'est 180 balles. Globalement, si vous voulez faire entre guillemets la même chose que Germinal, ça vous coûte 250 €. Après, n'est pas Germinal qui veut, tu vois, on le disait, finalement, la formation. 250 balles de faire la plateforme. Comment? Ça coûte 250 balles de faire la plateforme. Après, la qualité de la formation et les contenus, libre à chacun de Ouais, créer. carrément. Ouais. Pour le coup, ça peut défendre. Mais tu vois, tu l'as dit, si on avait dû le faire en code, ça aurait pris du temps. Franchement, j'ai aucune idée de savoir en fait combien ça peut coûter une plateforme d'éducation, mais on est forcément sur des dizaines de milliers d'euros. Ok. Et là, tu peux avoir en V1 un truc qui a clairement de la gueule pour 250 balles. C'est sûr. Franchement, je trouve, tu vois, et pourtant je suis dans le no-code depuis un petit temps maintenant. Franchement, moi, ça me bluffe, tu vois. Et je trouve ça complètement fou. Et
bon, je connais pas Germinal personnellement, mais je vois pas pourquoi vraiment ils switcheraient dans un premier temps au final sur un autre type de plateforme. Alors, je pense après le truc qu'on n'a pas évoqué derrière, c'est qu'ils ont probablement tout un process d'automatisation, d'envoi de mails, de Ouais, ouais. relance, etc. Je sais qu'ils utilisent beaucoup Zapier. Zapier pour le coup, c'est vraiment cher, donc au bout d'un moment, ils finissent par vraiment prendre un billet. Mais encore une fois, pas besoin de dev. Ils ont fait ça avec des mecs en interne. Et franchement, je pense qu'au max, si ça leur a coûté entre 250 et 500 euros le lancement, peut-être que je me trompe, mais c'est globalement ce que ça coûterait de le faire. Donc, bon, je pense que ça vaut le coup. Voilà. Peut-être que Moi, c'était à peu Grégoire près tout ce que j'avais à réagira dire. et commentera, peut-être qu'il commentera la vidéo pour nous dire combien ils ont claqué exactement Ouais, pour Grégoire, tu peux nous dire combien Grégoire. tu as claqué sur ça? C'est cool. Bon, ouais, ça fait déjà une petite demi-heure. On bascule sur un troisième Ouais. exemple. On accélère, ça te dit? Vas-y, feu. Allez, vas-y. Je nous mets le troisième exemple. Le troisième exemple, Liquid Death. Boum. Alors, ouais. Et tu m'as dit que tu connaissais pas cet exemple. Eh ben non. Non, alors, c'est assez marrant. Euh, Liquid Death, alors là, ce qu'on avait envie avec Kevin, en fait, c'est d'essayer de parler de la partie, en fait, e-commerce. Bon, je pense que c'est la partie peut-être plus évidente pour pas mal de personnes. Lancer un site e-commerce aujourd'hui, c'est plus vraiment une difficulté. Donc peut-être on en parlera moins longtemps. J'ai essayé de citer un exemple qui moi me faisait bien marrer. Ça s'appelle Liquid Death. Le principe, c'est que les mecs vendent de l'eau en canette, mais à des métalleux. Enfin, ils vendent, remonte à plus haut. Ils vendent comme dans des canettes de bière, en fait. Campaign De Water. l'eau dans des canettes de bière. Et j'ai trouvé qu'en termes marketing, c'était absolument brillant. Notamment parce que je pense que le postulat, c'est le suivant. En gros, t'es au Hellfest, il y a un moment où t'es à la 12e pinte, ça serait bien que tu boives un peu d'eau, mais t'as pas envie en fait de passer pour un con, et du coup, tu t'ouvres une petite Liquid Death. Donc auprès de tes potes barbus, et ben là, du coup, c'est absolument nickel parce que t'as pas l'air con, mais en même temps, tu bois de l'eau. Et franchement, c'est un peu une vanne, mais en vrai, ils ont un public. Et c'est quelque chose qu'ils ont lancé. Alors, c'est des marketeurs qui ont lancé ça, pas du tout des développeurs. La plateforme qu'ils ont utilisée, c'est Shopify. Je pense que là, du coup, c'est clairement la plateforme de référence, enfin, en tout cas, une des grosses plateformes de référence sur lequel j'ai pas de part chez Shopify non plus, mais je vous encouragerais à monter en tout cas un site e-commerce si vous y connaissez pas du tout en e-commerce. C'est parfait au niveau du marketing parce qu'ils ont pas mal en fait de plugins et d'extensions qui vous permettent en fait d'automatiser un paquet d'actions marketing pour pouvoir vendre votre produit. C'est pas si cher que ça. Et surtout, en fait, c'était pour montrer que si jamais vous avez une bonne idée marketing, finalement, c'est quelque chose qui peut se concrétiser et aller loin. Au début, on pensait que c'était vraiment une blague. Et moi, je les ai suivis, en fait, dès le départ. Parce qu'à l'époque, je faisais un peu de veille sur la food. Ça m'intéressait bien. Je les ai suivis dès le départ. Ça m'a fait un peu marrer. Et j'ai vu qu'en fait, ils ont fait 2 levées de fonds. Une première, en fait, de 9 millions et une autre de 23 millions. Je sais plus ce que j'ai marqué. Et du coup, c'est une blague qui, au final, n'est plus tellement une blague. Quand quelqu'un vous file 23 millions, c'est un peu moins une blague. Et j'avais trouvé l'idée vraiment assez marrante. Donc, c'était pour sortir un petit peu, on va dire, du Shopify un peu classique pour vendre des produits de beauté ou autre. Et j'avais trouvé que cette boîte me faisait vraiment marrer. Donc, ils étaient très, très forts en marketing. C'est sûr, c'est assez délire. Petit bémol, Shopify, petit bémol SEO peut-être, quand même. On a parlé un peu SEO dans le premier épisode de l'importance du référencement. C'est pas les plus faciles à ranker en SEO. Attention, c'est faisable, mais pour le coup, t'y connais pas grand-chose en SEO, tu débarques sur Shopify, tu vas ramer un petit peu plus que t'y connais pas grand-chose en SEO et tu débarques sur WordPress, par exemple, qui est un petit peu plus pensé pour le référencement. Alors ouais, et je pense que justement en fait Shopify c'est la plateforme du marketing. Mm. Alors tu vas me dire est-ce que le SEO ça fait partie du marketing? Bon oui, finalement on peut le mettre dedans. Un canal. Comment? C'est un canal.
C'est un canal pour acquérir des users. Le problème effectivement de Shopify, et c'est probablement le souci en fait sur pas mal d'outils no-code, c'est qu'effectivement parfois le SEO peut être un peu plus compliqué parce que vous n'avez pas la main sur le serveur et du coup si vous voulez envisager techniquement en fait de changer des URL par d'autres pour que ça soit un petit peu sympa, vous voulez jouer sur des temps de chargement, vous voulez jouer sur plein d'autres types de paramètres sur l'intégration de schémas type schéma.org, etc. et que vous y connaissez pas forcément. Je cite que ça, mais je pense qu'on pourrait, la liste pourrait être plus longue. On pourrait carrément faire un épisode sur no code SEO, je pense. Mais effectivement, c'est un peu plus dur de ranker. Alors, je sais qu'il y a un gros débat. Shopify se défend en disant non, c'est super bien, ça rank. C'est sûr que si tu maîtrises vraiment le SEO, j'avoue que moi, je serais plus parti effectivement sur un bon WordPress, un beau WooCommerce qui a vraiment fait ses preuves et pour lequel ça marche bien. Après, ce qui est vraiment très cool avec Shopify, quand tu as des boîtes comme Liquid Death en fait, qui font une bonne blague et qui finissent vraiment par avoir du trafic, le gros souci, c'est qu'un WordPress, tu vas devoir dimensionner toi-même en fait, tes serveurs et ton site peut vite péter. Et si tu t'y connais pas, je pense que ça va être extrêmement compliqué et je pense que ça va être très, très difficile. Donc, en gros, WordPress et WooCommerce seraient clairement ma préférence en SEO. Mais dès que tu commences à faire une grosse boîte, il faut vraiment t'entourer, en tout cas, d'un free ou même d'un dev qui maîtrise quand même le fait de pouvoir te porter ça sur d'autres serveurs, je pense. Ouais, on est d'accord là-dessus et c'est un bon exemple. Hein. Shopify, franchement, bien sûr, il faut le citer sur les projets de no-code parce que mine de rien, c'est le no-code accessible à tous. Là, pour le coup, on parle pas de makers, on parle de n'importe quel gars ou nana qui vient et qui veut lancer son business, sa petite boutique. T'as du Shopify. Après, il y en a plein d'autres hein, et c'est cool de pas citer que eux parce qu'il y en a plein. Mais tu vas en France, par exemple, t'as WheezyShop, t'as Dr Tech, t'as Easy One. Juste pour parler des Français, mais bien sûr, tu as aussi WooCommerce si tu le plugs sur un WordPress. Et je pense que tu en as au moins une dizaine d'autres qui proposent des solutions plus ou moins développées, plus ou moins adaptées à la création de one page, de e-com ou quoi que ce soit. Et c'est facile. Il faut choisir. C'est plus adapté, c'est certain. Je pense à du lancement avec de la pub et du social media et du budget marketing hors référencement. Mais après, bon, pour tester, c'est sympa et tout s'optimise par la suite. Donc, Et toi, par exemple, est-ce que, enfin, sur d'autres markets ou même de ton historique, de ce que tu connais, est-ce que le fait de faire un site sur Shopify, WordPress, WheezyShop, etc., ça peut jouer sur la revente? Parce que quand même, on est d'accord, la techno, ça joue forcément sur la revente. bien L'intérêt sûr. de le faire sur un WordPress ou un Shopify, je me dirais, Shopify, ce qui est cool, c'est que c'est pas très difficile. Donc finalement, n'importe qui peut se former si tu connais pas trop, tu rachètes un site internet. WordPress, c'est certes un peu plus technique, mais par contre, il y a une communauté absolument incroyable dessus, donc tu vas trouver des réponses à tous tes problèmes. Exactement. C'est là-dessus aussi que ça fait la diff si tu veux revendre un site e-commerce. Ouais, ça fera pas la diff sur la valo du site. Ça peut tirer à la baisse si tu es sur une vieille techno, mais du coup, là, c'est Ouais. plus du no-code. Voilà, si tu es sur des trucs où tu as du Symfony and Co, ça peut tirer vers le bas le prix, principalement parce que la difficulté à reprendre sera plus grande. Ça peut tirer aussi les prix vers le bas parce qu'en général, l'acheteur va directement mettre dans le prix de la négociation le coût de la refonte potentielle pour basculer sur une techno plus stable ou plus maîtrisable. Globalement, ça impacte pas les prix, mais ça peut impacter tu vois, sur d'autres markets, on l'a vu, en fonction de la techno, il y en a où directement t'engendres ça. L'acheteur te dit, ah ouais, mais moi, cette techno, par contre, c'est pas possible. Je veux avoir plus la main sur les optimisations. Par conséquent, soit je l'achète pas, soit je négocie directement un petit billet en moins pour anticiper une refonte. Et s'il y a refonte, il y a risque sur le Ok. référencement et ainsi de Ouais. suite. Mais voilà, après, par contre, tu vois, si tu es sur du Shopify, du WheezyShop, des trucs basiques, on va dire, il y a une audience.
Donc, ben oui, tu vas peut-être te fermer la porte des adeptes d'un Presta, par exemple, qui aiment avoir la main mise sur tout, mais tu vas t'ouvrir la porte de ceux qui aiment bien maîtriser cet outil-là par rapport à un autre. Donc, voilà. Ok. Faut pas partir sur des trucs trop obscurs. C'est pour ça que des Shopify, c'est facile, quoi. Étant donné que du Shopify, tu peux faire du custom quand même derrière aussi. Si tu veux faire du code, Exact. en vrai, c'est accessible effectivement en premier à des personnes qui n'ont aucune connaissance. Alors peut-être pas en informatique, mais enfin quasiment, hein. C'est très très simple d'utilisation. En 2 heures, vous avez fait votre Shopify. Par contre, effectivement, si on veut aller un peu plus loin, tu peux faire tes propres templates, tu peux faire tes propres plugins, etc. Enfin, c'est possible de mettre du code. Donc c'est vrai que c'est une plateforme plutôt assez modulable de ce côté-là. Exactement. Ouais. Et Vas-y, on avance, hein, pour rester ah ouais, dans le un timing. exemple. Mais tu sais quoi, prochain exemple, c'est tout bête, mais tu vois, on a parlé de Shopify, mais moi, par exemple, tous les business que je lance, principalement, enfin, au-delà de Dot Market, c'est des sites internet, c'est du contenu, Ouais, euh, c'est du WordPress, hein. Donc, ouais. tu vois, je vais t'en montrer, bah, c'est facile. Là, pour le coup, je suis pas allé chercher très loin notre exemple. En plus, tu verras, niveau design, il y a du travail à faire. C'est pas très joli. Je vais te montrer un article plutôt parce que là, quand même, on va pas Ah, kiffer. bah, tu peux nous parler de ça. Oui. Et ben voilà, tu vois, puis-je donner des cerises à manger à mon chien? Tu vois, le WordPress, c'est classique, c'est facile, tu peux tout custom, mais c'est du no-code, quoi. Ouais. Ouais, alors, c'est effectivement, pour être clair, pour ceux qui sont peut-être un peu moins dans la côté un petit peu technique, euh, il y a, c'est plus ou moins no code. Pour le coup, je sais qu'il y a un grand débat sur la communauté. Moi, je suis un énorme fan de WordPress parce que il y a 10 ans, c'est avec cette techno que j'ai commencé. Donc, on va dire que c'est mes premières amours, mais je pense que toi, c'est à peu près aussi la techno sur laquelle tu as commencé à bosser. Tu n'étais pas tech. Moi non plus, à la base, j'étais pas non plus super tech, ou pas incroyable. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui peut faire en sorte que ça fonctionne bien. Il faut savoir que WordPress, ça va être à vous de l'héberger sur un serveur. OK? Ouais. Donc, ça va être à vous de gérer la partie serveur. À la différence d'autres projets no-code, comme on a pu parler avant, pour lancer une newsletter, pour Substack, pour Glide, pour créer des applications mobiles, pour la partie Shopify, où vous créez des sites e-commerce, etc., etc. Ça, c'est des sites qui sont déjà hébergés. Donc, vous n'avez pas toute la partie serveur à faire. Ce qui fait la différence, parce que bah, forcément que c'est un monde en soi en fait, la gestion serveur, hein, tout ce qui est DevOps, et c'est pas forcément évident quand on s'y connaît pas. Après, sur WordPress, par contre, il y a vraiment toute une partie no code avec des sortes de plugins en fait qu'on ajoute en fait en plus. C'est des constructeurs de thèmes, Elementor, ou Divi pour ne citer que. Je sais qu'il en existe d'autres en fait sur le marché. Je citais les plus connus. Et là, ça ressemble très fortement à ce que vous voyez sur des sites e-commerce, puisque c'est pas mal de drag and drop, enfin du glisser-déposer sur un écran, pour pouvoir ensuite construire son interface. Et effectivement, là, on est vraiment sur quelque chose où vous n'avez pas besoin d'être développeur, euh, développeur de coder en fait votre interface. Il suffit de le glisser, déposer. C'est hyper simple, ça se fait rapidement, et surtout, vous pouvez avoir le design que vous souhaitez sur votre site, et du coup vous Ouais. démarquez un petit peu de la concurrence, parce que c'était le problème en fait avant, probablement avec WordPress, c'était que si un développeur n'intervenait pas, on avait plutôt des thèmes assez classiques et on se retrouvait avec des sites qui se ressemblaient un petit peu. Et je pense qu'au bout d'un moment, c'est sûr que ça faisait plus trop la différence. Et l'intérêt effectivement de WordPress, c'est aussi que vous avez toute une panoplie de plugins payants ou gratuits développés par la communauté, qui sont tous, enfin pas tous, mais certains vraiment d'une efficacité assez incroyable et vraiment hyper cool, et qui vous permettent d'améliorer votre site WordPress. Et du Ouais. coup, tu peux nous donner un petit peu ta stack sur Caniprof, peut-être nous remontrer le site là, comment ça s'est fait, est-ce que c'était galère, qu'est-ce qui était dur en fait sur le projet, puis peut-être nous partager un ou deux chiffres si tu en as Ouais, aussi. techniquement, c'est que du WordPress, hein, que du WordPress et des plugins. Alors, on a les plugins classiques d'optimisation, du WP Rocket, du Imagify pour optimiser les images. Parce que tu l'as dit, c'est vrai que WordPress, le côté génial,
c'est que tu n'as pas besoin d'être très calé pour lancer un site qui est assez optimisé pour le référencement de base. Euh, mais par contre, tu atteins quand même relativement vite des limites si tu veux optimiser beaucoup plus loin. Donc nous, par exemple, là, on utilise GeneratePress. On n'a pas de constructeur de page parce que les constructeurs Ok. de page quand même ralentissent le site de manière très très importante potentiellement. Il y en a très peu aujourd'hui qui sont optimisés pour le temps de chargement. Hein. Forcément, Ouais. constructeur de page, bah, ça appelle du shortcode, ça appelle plein de choses. Donc, ça ralentit. Donc, nous, on a un template qui s'appelle GeneratePress. Il a été retouché par des devs pour vraiment Ok. le strip down, tu vois, le mettre au minimum en termes de temps de chargement, etc. Donc, c'est sûr que le site de base WordPress plus GeneratePress, c'est top. C'est un super thème, hein, d'ailleurs, GeneratePress en termes de vitesse. Par contre, après, quand tu veux encore gagner en vitesse, tu l'as vu, le design, il est pourrave. Hein. On n'est pas connu pour avoir le plus beau site dans la thématique canine. Mais aujourd'hui, C'est ce efficace, site, on va dire. c'est efficace. C'est 350 000 visites par mois, c'est 10K, 10-12K de revenus mensuels, Voilà. 100% par l'affiliation. Ça fonctionne, tu vois, ça fonctionne bien. Toutes les publicités dessus, c'est intégré via un plugin qui s'appelle Display Ads qui permet d'aller mettre tes petites publicités à droite à gauche, voire même de faire de Ok. l'A/B test pour optimiser. Voilà, donc tout ça, c'est relativement no code parce que tu as plein d'outils et c'est vrai que les plugins, ils sont légion. Mais c'est vrai, il faut mettre la limite, c'est que WordPress, ça reste une machine de guerre et une lourde machine. Et quand tu veux passer un cap quand tu passes un cap en termes de trafic et que tu veux passer un cap en termes d'optimisation, vitesse, sécurité aussi, attention, Ouais. WordPress, la D'accord. sécurité, c'est pas la folie. T'as tes petites limitations. Mais c'est un peu tu vois, on pourrait se poser la question, c'est vrai que les projets no-code qu'on a vus tout à l'heure, tu développes ton site sur Webflow, tu développes ton site sur Shopify. En fait, il y a toujours un peu, ça pourrait être un épisode entier, tu as raison, hein, la limite du no-code au moment où il faut référencer et optimiser ton outil Ouais. pour passer un cap. Il faut Optimiser pas en termes un de épisode sur le référencement, c'est sûr. C'est sûr. référencement et puis sécurité. Et puis peut-être que la plupart des outils no-code qu'on a parlé sont peut-être un peu plus sécurisés parce qu'il y a moins de failles que WordPress, Ouais. qui est tellement gros maintenant. Mais l'avantage de WordPress, c'est que tu peux tout faire. Mais quand tu peux tout faire, ça veut dire qu'il y a plein de failles. Les autres outils, tu peux moins faire, mais peut-être que tu le fais mieux. Voilà, donc c'est un équilibre aussi à trouver en fonction de ce que tu souhaites atteindre. Hein. Carrément, carrément. Top. Bah merci en tout cas pour le partage de ça. Bah, peut-être qu'il y a des utilisateurs de WordPress ou des gens qui existent enfin qui hésitent entre no-code et peut-être WordPress, donc pouvoir rajouter d'autres types de plateformes qui peut-être se tournent un peu plus vers le code. Et c'est assez intéressant finalement d'essayer de rapprocher un peu les deux. Et enfin, même si, enfin moi aujourd'hui je suis très très no code, je reste encore très attaché en fait à WordPress. Enfin No Code Station pour l'instant est encore sur un WordPress et j'ai pas vraiment prévu de le bouger de suite. Alors d'autres projets, moi je les mettrai pas forcément sur WordPress pour d'autres raisons, mais franchement avoir un WordPress, enfin c'est top et en qualité de référencement, j'ai des super résultats aussi. Donc franchement. Si tu cherches effectivement à vraiment bien ranker et que t'es pas mauvais, je pense que notamment dans le monde du référencement, peut-être qu'on y reviendra, WordPress a très bonne presse, si je peux me C'est permettre ce ça. jeu de mots absolument incroyable. Voilà. D'ailleurs, c'est peut-être c'est une bonne conclusion, enfin pour WordPress, c'est que tu choisis aussi tes outils en fonction de tes canaux d'acquisition. Et si ton canal d'acquisition ou ta spécialité, la mienne, c'est le référencement, ben je vais forcément devoir m'orienter aussi vers des stacks qui sont optimisés pour le référencement et sur lesquels je vais pouvoir avoir un impact sur le référencement. Et c'est pour cette raison que je vais pas monter aujourd'hui mes sites sur Webflow. Ouais. Peut-être que je le ferai un jour, mais aujourd'hui, Webflow n'est pas la façon la plus simple de créer 800 pages de contenu, un blog avec un bon maillage interne, des belles structures, etc. Alors que WordPress est pensé pour ça. Donc, si ta stratégie, c'est de monter un blog, contenu, SEO, ben, il y a des outils plus adaptés que d'autres pour le faire. Si ta stratégie, c'est de monter une boutique optimisée pour le marketing,
Shopify sera bien mieux qu'un WooCommerce qui est un peu old school et ainsi de suite, quoi. Ouais. Après, on y reviendra, mais dans le cas de Webflow, je vais quand même mettre un warning par rapport à ce que tu as dit sur le fait de pouvoir faire 800 articles. Enfin, aujourd'hui, c'est carrément possible. J'ai un exemple d'une boîte. Enfin, il y a même un blog, en fait, un post de blog qui est paru sur Webflow, en fait, de gars qui ont créé en fait 300 landing pages en un week-end en utilisant l'API Webflow pour créer, tu vois, genre plein de landing pages optimisées. Ouais. J'ai regardé le taf qu'ils ont fait, c'était lourd. Le blog post, enfin, j'essaierai de le mettre en commentaire si ça Avec intéresse plaisir, certains. ouais, Et franchement, en SEO, de ce que j'ai vu, Webflow en tout cas est plutôt bon. Ce qui m'embête un peu, effectivement, c'est peut-être toute la gestion des URL. Tu peux pas autant custom effectivement que WordPress. Mais à la limite, je te propose qu'on revoie ça sur un autre épisode, en fait, sur la partie SEO. Ça serait assez cool de repasser ça en revue. Et puis, bah, SEO et no code. on un prochain. No code SEO. Ouais, c'est ça. Et de monnaie, surtout aussi. Vas-y. Alors, il nous reste 10 minutes pour respecter dans les temps. Ouais, C'est quoi? On a deux exemples là, que je trouve assez cool à vas-y. aborder. Euh, je te propose de faire Newsletter Spy en premier. Parce que ça, pour Vas-y. le coup, c'est du 100% no code et c'est un bon petit bise. Tiens, hop, il est là, on le voit à l'écran. Yes. Ouais. Et alors ça, c'est monté par Jacob Greenfeld. Jacob Greenfeld, d'ailleurs, mec très cool à suivre sur Twitter parce qu'il build in public. C'est un peu la mode en ce moment, surtout sur les projets no code, de bâtir en public et de partager tes évolutions. Et c'est super excitant. Même moi, je commence à le faire un petit peu avec Dotmarket, à partager un petit peu plus sur les calls qu'on a, les avancées et tout. Et c'est vrai que ça aide à créer la communauté, hein, faut le dire. Et lui, il a créé un tool il y a quelques semaines. J'ai payé d'ailleurs. J'ai pris un accès. Ah bah maintenant, il y a un one time. À l'époque, il avait une option abonnement. Euh, et concrètement, ce que ça te permettait de faire, c'était d'accéder à l'intégralité des 20 000 newsletters Substack. Donc, c'est calé sur Substack dont on a parlé tout à l'heure. Et d'accéder à des infos telles que bah, l'URL, la tagline, mais aussi des trucs un peu plus sexy du style la date de lancement, le nombre d'inscrits, les pricing options pratiquées, le nombre de commentaires, les likes, le nombre de posts qu'ils ont fait, la dernière fois qu'ils ont publié. Tu vois, donc des datas comme ça qui en fait c'est de la database. Là pour le coup, on est sur du business de database bâti en no code qui va choper de la data, qui la formate de manière assez jolie et assez pratique. Et tu peux payer pour accéder à de la data. C'est sur Airtable là. Ouais. Euh, et moi, je l'utilisais pour benchmarker. Pour benchmarker concrètement, dedans, on retrouve la newsletter de Johan. Donc, si on veut les chiffres exacts, en fait, on peut les retrouver. Bah, c'est super intéressant. Tu vois, tu peux aller benchmarker les newsletters francophones qui ont le plus d'abonnés, combien elles gagnent, quel type de prix elles ont. Bref, c'est un super outil et il y en a plein comme ça que j'ai trouvé dernièrement. Et lui, en l'occurrence, ce qui est intéressant aussi, euh, alors il monétise avec ça. Tu peux prendre un accès, mais en fait, et je pense qu'il n'a pas encore fait la modif, mais ça a été racheté, si je me trompe pas, hein, parce qu'il a vendu plusieurs projets dernièrement à MicroAcquire. MicroAcquire, c'est une plateforme de mise en relation entre des vendeurs de startups et des investisseurs. Et le fondateur de MicroAcquire, qui s'appelle Andrew Gazdecki, a racheté un ou deux autres projets à Jacob, dont celui-ci, je crois. Et pour parler money, bah, concrètement, tu vois ça, il a juste créé une database avec de l'info utile et ça a été peut-être racheté. Alors, j'imagine, ça n'a pas été racheté 10 000 balles, mais combien ça lui a coûté de créer cette database sur Substack, enfin sur Airtable, d'en faire un petit peu la promo. Le mec s'est bien lancé sur Product Hunt, etc. Ça a attiré l'attention d'un gars qui se dit intéressant parce que moi, les databases, c'est peut-être un truc que je pourrais mettre sur ma plateforme. Et boum, il le revend quelques milliers de dollars. Bon, c'est pas la vente du siècle, mais tu vois comme quoi, des fois, un petit projet no-code, bien pensé, bien promu sur Product Hunt ou autre, t'as des mecs qui suivent les projets sur Product Hunt juste pour les racheter derrière parce qu'ils voient l'intérêt de les caler sur leur business.
Carrément. Là, si vous voulez refaire la même chose au niveau des tools, des outils qui sont utilisés, les outils no-code, sur la landing page, ça a l'air d'être fait maison. J'arrive pas à trouver avec quoi il l'a fait exactement, mais bon, ça, un Webflow ou un WordPress ou même n'importe quel type de landing page, Doric, etc., vous pouvez le faire assez facilement. Sur la database, c'est un Airtable que vous intégrez sur votre site. Il n'y a rien de plus simple. Et ensuite, sur le paiement, lui, il a mis en place, en fait, il a utilisé un outil qui s'appelle Gumroad. Et qui permet en fait de vendre et de gérer le paiement. Globalement, ce qui a vraiment mis du temps, c'est pas la techno derrière, c'est finalement toute la partie database. Je crois qu'il en avait 2000, non 20 000, c'est ça, 20 000 Substack newsletters. C'est ça qui lui a mis du temps. Alors, moi, je t'avoue que sur ce projet-là, je suis allé le voir sur Product Hunt. C'est toi qui m'en avais parlé. J'ai trouvé ça hyper stylé. Il a utilisé visiblement, en fait, forcément un outil de scrapping sur lequel il n'a pas communiqué dessus, mais bon, il y en a plutôt pas mal hein, pour récupérer des données. Moi, j'avoue que je suis un petit peu plus mitigé sur ce sujet-là et je ferai attention lors d'un rachat sur la partie le nombre de personnes qui sont abonnées à Nazu Newsletter. Franchement, j'ai un peu cherché et aujourd'hui, en fait, Substack, à l'heure actuelle, donc on est le 18 mars 2021, il n'y a toujours pas d'API. Donc en fait, ça, c'est une donnée en fait qui est hyper difficile. Enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'il arrive à l'avoir techniquement parlant, parce que ça, c'est protégé. Moi, tes données sur Substack, combien tu as d'abonnés, tu peux pas le savoir. Moi, mes données, tu peux pas le savoir non plus. Et j'ai regardé toutes les discussions sur le sujet parce que j'étais hyper intéressé, parce que je me dis que c'était hyper intéressant. Et en vrai, je veux dire, si quelqu'un l'a fait sur ces Substacks-là aujourd'hui, en vrai, quelqu'un qui le ferait dans 2 mois, ça aurait tout autant de valeur, en fait, pour le coup. Et je trouve qu'à faire, c'est vraiment le seul chiffre en fait où je mettrais un petit warning. Visiblement, il a fait ça à la mano, plus ou moins en recherchant en fait ce que les gens communiquent. Tu vois, typiquement dans le cas en fait, on revient peut-être à Johan, puis on parlait de Snowball vu que visiblement il paraît que c'est dedans. Bon, dans le cas de Johan, si tu es abonné à sa newsletter, en vrai, tu sais combien chaque semaine ils l'ont mis. Donc, je pense qu'il n'y a rien de technique derrière. Mais voilà, c'est un peu la seule limite que je mettrais parce qu'il n'a pas vraiment voulu communiquer dessus. Et c'est vrai qu'on est d'accord que pour un annonceur qui veut finalement choisir une newsletter dedans, l'idée c'est que tu veux savoir le nombre de personnes quand même qui sont abonnées, ses taux d'ouverture et potentiellement son taux de clic aussi. C'est ça qui sont des données vraiment, vraiment pertinentes, ainsi que le nombre de personnes qui sont en payant pour le coup. Et ça, c'est quand même des choses aujourd'hui encore que tu es obligé de faire à la mano. Donc voilà, c'est juste. Et tu as raison de préciser à la data qui est exposée. Mais en tout cas, bon exemple de business de database finalement. Ouais. Attention à la data qu'on met dedans, attention à la data qu'on vend, mais data utile égale data qui se monétise. Et tu sais quoi, il nous reste 2 minutes, mais je te propose de finir avec un business. C'est français. Et moi, j'aime bien parce que justement, c'est l'oracle.io. Et en fait, tu sais pourquoi j'aime bien? Parce qu'il conclut vachement bien, je pense, cet épisode. Et sa promesse, regarde ce que c'est. Exploite les bugs du marché sans coder. Bon, là, on est à la fois sur le no-code and money. Donc c'est absolument parfait. Je pense qu'il sort sur une bonne tendance qui commence à être utilisée par pas mal de personnes, qui s'est fait pas mal aux États-Unis avec Trends, The Hustle et d'autres, qui est celui en fait de trouver des signaux faibles de marché et de voir en fait ensuite comment les mettre en œuvre. Parce que c'est bien en fait de parler d'opportunités, mais si jamais tu sais pas comment le dev, typiquement la question de tout à l'heure en fait où je te disais newsletter spy, genre c'est trop cool en fait, mais tu vois genre techniquement je me demandais quand même comment c'était possible, tu vois, de récupérer certaines données. C'est ça qui est assez intéressant dedans. Et du coup
c'est Henri Chevalier qui du coup a lancé l'Oracle. Ouais. C'est assez intéressant. Il est au début, mais peut-être que tu veux en parler pour le coup. Bah, alors, déjà, chez sa stack, je lui ai demandé Ouais, Substack, Webflow, MemberStack. Donc, tu vois, on est assez proche de par voilà, exemple, ce que Nina l'utilisait, hein, avec un ouais, Substack. Il envoie les newsletters. Et concrètement, bah ouais, c'est, c'est, c'est intéressant. Il vient de lancer la version premium parce qu'on parle money, donc bah, comment il gagne de l'argent avec ça. Lui, bien sûr, il donne des idées de business à lancer. Il va assez loin dans le décortiquage de comment tu pourrais lancer, comment tu pourrais monétiser, etc. Et lui, il monétise bah, avec un abonnement. Tu payes comme Snowball. Ton petit abonnement pour accéder à ces case studies. Et c'est vrai que c'est un modèle qui fonctionne pas mal. Tu as Magma qui fait ça en France aussi. Tu as ouais, euh, OpenString.io qui fait des très bonnes analyses de marché aussi et qui finira par se positionner, je pense, sur les signaux faibles avec des case studies payantes. Mais voilà, je pense que enfin, ça m'amusait de finir avec ça parce que finalement, tu vois, tout ce qu'on a essayé de montrer dans ce podcast, dans cet épisode d'opportunités de business et de type de business no code and money, ben, c'est une bonne newsletter à suivre ouais, sans vouloir lui faire plus de pub que voilà, moi je la lis donc je suis ravi d'en parler. Hein. ouais. Je sais pas, je crois que j'ai un abonnement payant aussi. J'en ai un peu trop pour savoir lesquels j'ai, mais donc ouais, je T'as, suis t'as des ravi chiffres d'en un peu, parler. t'as des chiffres un peu dessus. Alors on est au début, je pense pas que non plus il Ouais, fait alors 250 000 euros par mois, mais non, c'est quoi à peu près? il y a 900 abonnés gratuits, donc c'est encore tout petit, hein, c'est très niché. Et je crois qu'il a fait une quarantaine d'abonnements pour l'instant. Dans les derniers chiffres, il communique sur LinkedIn, donc le meilleur moyen sur LinkedIn, je pense qu'on peut retrouver ces chiffres. J'ai pas pensé à aller les revoir, je t'avoue, mais je crois qu'il annonçait une quarantaine de membres payants, donc c'est encore tout petit. Hein, clairement, il gagne pas des millions avec, mais c'est un bon moyen de continuer peut-être cette veille de business no code et puis à chaque fois il aborde un peu les technos qui pourraient être utilisés, les modes de monétisation, intéressant quoi. Enfin, je veux dire, finalement, tu vois qu'avec 900 personnes, si tu es juste sur un marché, tu n'es pas obligé d'en avoir 10 000 Non, bien sûr. avant quand on parlait. Ouais. 900 personnes, avec quelques personnes payantes, plus tu vois, il fait payer entre 20 euros et 80 euros son abonnement, et ben, Mm. ça peut déjà te faire un revenu passif en fait qui est plutôt intéressant. Et tu n'es pas obligé d'avoir une communauté avec 100 000 personnes pour démarrer finalement le financement de ça. Donc, genre, très, très cool. Ouais, ça fait une bonne conclusion. Là, on est à deux doigts de respecter ce qu'on se disait sur 1h02. Écoute, on va conclure sur ça, même si au final, on avait prévu d'autres choses à raconter, mais en fait, on en prévoit toujours plus que le temps qui nous est Bien imparti. sûr. Bah, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Franchement, pour des prochains épisodes, je me demande si le prochain ne devrait pas essayer de le faire sur la newsletter. On en a quand même pas mal parlé, puis peut-être montrer un petit Ouais, peu nous, nos business à c'est nous. vrai. Enfin, franchement, de montrer comment ça se passe pour nous, peut-être même un peu techniquement, faire une petite démo, ça peut intéresser certains. On est dans une période où finalement, bah, il paraît qu'on est confiné. Donc, on a aussi du temps peut-être pour écrire et se mettre dedans, essayer de comprendre comment les outils fonctionnent. Donc voilà, je pense qu'il était cool aujourd'hui, c'est de montrer que finalement, mis bout à bout, c'est une histoire de Lego. Quand tu mets bout à bout différentes solutions techniques, tu peux arriver à des résultats qui sont assez intéressants, voire carrément incroyables pour certains, avec finalement une mise de départ qui est faible, avec des outils qui sont pas non plus d'un pricing hyper élevé. Et ça montre que c'est bah, quand même très accessible à pas mal de personnes, à la fois accessible financièrement et à la fois accessible techniquement. Donc voilà, c'est hyper, hyper positif dessus. Je te laisse le mot de la fin et puis voilà. Et ben juste rappeler que tu l'as dit, tout ça, ça permet de lancer plus facilement. Mais on va revenir toujours à la conclusion du premier épisode. Ça remplace pas tout le taf
de marketing, de choix de niche et tout Exactement. que tu as écouté. Je pense qu'on l'a assez répété pendant cet épisode. Le but, c'était de montrer plein de business avec plein de stacks différentes. Mais je pense qu'il y a quand même un point commun qui revient à chaque fois. C'est que l'idée à la base, elle est quand même pas conne. Elle est basée sur des outils no-code, mais il y a une bonne idée derrière, il y a une bonne exécution. Alors, il y en a qui sont plus avancés que d'autres, hein, mais voilà, il y a de l'idée, il y a du marketing, il y a du contenu qui est créé et il faut ça, quelle que soit la stack utilisée, il faut cette partie-là. C'est important de le rappeler. Top. Bon, on s'arrête là. Kevin, c'était trop cool. Si ça vous a intéressé, vous nous mettez un petit mot en commentaire, un petit pouce plus, et puis vous vous abonnez à la chaîne aussi si ça vous a intéressé. Nous, avec Kevin, on a prévu de faire d'autres épisodes. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, vous contactez Kevin ou vous me contactez moi en fait sur LinkedIn et avec plaisir en fait pour traiter ces sujets si jamais ça vous intéresse. Et puis, on vous dit tout simplement merci d'avoir passé cette petite heure avec nous et on vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée en fonction du moment où vous le regardez et surtout à très vite. Allez, bye bye. Ciao. À plus. Ciao.